Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la conférence Fostering Science. Je suis Annette Burgdorf, journaliste franco-allemande. Je suis ravie d'animer les débats de cet après-midi. J'ai vu, il y a encore des gens qui arrivent au fur et à mesure, donc juste voilà, asseyez-vous tranquillement. Donc d'abord un grand merci d'être venus si nombreux. Donc j'ai appris que vous êtes des chercheurs, des étudiants, des lauréats, des candidats au programme ERC, principalement venus de cette région, les Rhône-Alpes, mais aussi du monde entier. C'est pour cela nous allons parler en français, la première partie, et après la pause, on va continuer en français. Sie können sonst auch ein bisschen auf Deutsch reden, wenn Sie möchten. Juste, voilà, quelqu'un qui veut s'exprimer en allemand. Donc, nous sommes accompagnés, comme vous avez peut-être vu tout à l'heure, par un caricaturiste qui s'appelle Cled 12. Peut-être vous le connaissez, il vient de Grenoble et il nous accompagne tout au long de cette conférence pour nourrir les débats. Donc, pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui? Donc, c'est pour échanger sur l'avenir de la science en Europe à travers les programmes ERC et, bien évidemment, les opportunités que ces programmes vous offrent. Et Jean-Pierre Bourguignon, qui est président de l'ERC, s'exprimera sur les perspectives et défis de la science en Europe et il apportera aussi des réponses concrètes à vos questions concernant l'ERC. Un petit mot aussi sur Fostering Science. La conférence donc était organisée dans le cadre de ce programme-là. C'est un programme qui est destiné à informer et aider ceux qui voulaient poser leur candidature à des appels à projets européens compétitifs, comme d'ailleurs l'ERC, et pour réaliser leur recherche innovante à Grenoble. Cet après-midi va se dérouler en 3 temps. Donc d'abord, on va écouter une conférence d'exception proposée par le professeur Thibaut Damour sur les ondes gravitationnelles et les trous noirs. Donc il nous explique les avancées et les implications pour notre compréhension de l'univers. Deuxième temps fort, donc il y aura une intervention, je dirais un peu plus politique, de Jean-Pierre Bourguignon sur les perspectives et défis de la science en Europe. Et pour finir, ce sera dans un cadre plus interactif, donc vous pouvez vraiment poser toutes vos questions. Ce sera sur les programmes ERC, donc des lauréats jeunes ou moins jeunes vont témoigner de leur expérience. Ils nous expliquent les démarches, les bénéfices, voilà, tous les avantages de ces programmes-là. Est-ce que ça vous va comme programme ? Ouais, très bien. Donc, on ne changera pas. Hein. C'est comme ça. Maintenant, comme je vous ai annoncé, on va commencer tout de suite avec une conférence sur les ondes gravitationnelles. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir cet après-midi un chercheur qui représente justement cette excellence et expansion de la science, le professeur Thibaut Damour. Avant de l'accueillir, je voudrais juste dire quelques mots sur sa carrière. Donc, Thibaut Damour est un ancien élève de l'École normale supérieure, professeur de physique théorique à l'Institut des hautes études scientifiques depuis 1989. Il est spécialiste de la relativité générale et a été récompensé 7 fois au cours de sa carrière pour ses travaux remarquables. Donc, les trous noirs, les ondes gravitationnelles sont une découverte exceptionnelle, très récente. Je pense qu'on a tous entendu, en tout cas, j'ai découvert ça dans la presse, et qui vont permettre des avancées majeures technologiques et scientifiques. Donc maintenant, je vous demande d'accueillir le professeur Thibaut Damour. Merci Annette. Oui, donc, ondes gravitationnelles et trous noirs. Les ondes gravitationnelles sont une prédiction d'Einstein qui date exactement d'il y a un siècle. En juin 1916, Einstein écrit son premier article sur les ondes gravitationnelles, qui contenait d'ailleurs une erreur qu'il a corrigée en 1918. Vous voyez ici l'article de janvier 1918, Über Gravitationswellen, sur les ondes gravitationnelles. Donc, un siècle pour une prédiction et une vérification seulement cette année, mais il y a une double prédiction en ce sens qu'il y a un siècle aussi, en janvier 1916, juste après la découverte des équations de la relativité générale par Einstein, qu'il a faite fin 1915, pas un collaborateur, mais un collègue allemand, Karl Schwarzschild, écrit un article qui contient cette solution. N'ayez pas peur des équations, il y aura très peu d'équations ici, mais cette équation, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le trou noir de Schwarzschild.
Donc, en fait, 1916 marque aussi la découverte des trous noirs et des ondes gravitationnelles. Et en septembre 2015, un siècle après, 2 détecteurs du réseau d'interféromètres LIGO aux États-Unis, dont je vais parler dans la suite, ont vu des petits crachouillis perdus dans le bruit. Je vais expliquer en quel sens, en fait, on ne voit pas ça du tout dans le détecteur. Ça, il y a déjà une analyse pour faire sortir du détecteur ça. Mais ça, on va expliquer pourquoi ce sont les ondes gravitationnelles émises lors de la coalescence de 2 trous noirs. Mais pour expliquer ça, revenons à Einstein, novembre 1915, et à ses équations. Donc, Einstein a découvert une nouvelle théorie de la gravitation qui est résumée par ces équations. Je ne vais pas expliquer le sens mathématique de ces équations, mais je vais en donner une interprétation intuitive. Et contenu implicitement dans ces équations, mais il a fallu un siècle de recherche, était non seulement la théorie des trous noirs, mais la façon dont 2 trous noirs, ici vous avez une représentation intuitive du mouvement de 2 trous noirs qui bougent l'un autour de l'autre et qui déforment la géométrie de l'espace autour d'eux. Ça crée une onde qui se propage, qui arrive sur Terre, et on va expliquer comment la théorie a permis de prédire à l'avance quel allait être le signal qui devrait être détecté. Bien. Commençons par résumer intuitivement, pour tout le monde, ce qu'est la théorie d'Einstein en une phrase. L'espace-temps, d'après Einstein, est une structure élastique, c'est le mot essentiel, qui est déformée par la présence en son sein de masse-énergie. Alors on va essayer d'expliquer ce que ces mots veulent dire. Je vais expliquer rapidement ce qu'est l'espace-temps. La masse-énergie fait allusion au fait à la célèbre relation découverte par Einstein en 1905, E égale mc2, qui dit que finalement le concept habituel de masse d'un objet massif, c'est une mesure du contenu énergétique, et si j'ai un système physique qui a de l'énergie mais qui n'a pas l'air d'avoir de la masse, je dois tout de même lui attribuer une masse proportionnelle à son énergie. Donc c'est le contenu de l'univers. Les particules, les champs créent une distribution de masse-énergie. Et c'est ce contenu qui va déformer le contenant qui est l'espace et le temps. Mais le point essentiel intuitif, c'est qu'il faut vraiment visualiser l'espace chez Einstein comme étant de la gelée tridimensionnelle. Avant Einstein, pendant 2000 ans, l'espace et le temps étaient des catégories données a priori, indépendantes de tout. Vous pouviez mettre autant de matière que vous voulez dans l'univers, ça ne changeait pas l'espace et le temps. Ils préexistaient à la matière. Einstein nous dit, non, quand je mets de la matière, ça déforme l'espace, parce que l'espace a une structure élastique, et cette structure élastique peut être déformée de plusieurs façons. Alors, première façon, nous avons tous appris à l'école, que depuis les Grecs, si j'ai un triangle, la somme des angles d'un triangle doit être égale à 2 droits, okay, ou 180 degrés, ou en radian pi, 3,14, 116. Bien. Ça, c'est censé être un théorème, et ça l'est, modulo certains postulats. Aussi, étant donné un triangle rectangle, c'est-à-dire avec un angle droit ici, le carré de l'hypoténuse est censé être égal à la somme des carrés des côtés. Ça, ce sont les lois de la géométrie de l'espace non déformé par la matière. Si j'ai un espace qui ne contient pas de matière, Einstein nous dit que ces lois-là sont vraies. Mais ce que nous dit Einstein, c'est que si je mets de la matière au milieu de ces triangles-là, ces lois-là deviennent fausses, simplement. Illustration, je prends une boule de matière, cette boule a un certain rayon R et une certaine masse M. Associée à cette masse M, je multiplie la masse en grammes, disons, par la constante de Newton qui mesure l'intensité de la force gravitationnelle entre 2 objets. Je multiplie aussi par un facteur 2. Je divise par le carré de la vitesse de la lumière et j'obtiens un nombre qui transforme cette masse en grammes, ça la transforme en quelque chose qui est une longueur, en centimètres. Par exemple, si vous faites ce calcul pour la Terre, vous trouvez que cette quantité qu'on appelle le rayon gravitationnel de la Terre vaut 1 cm. Si vous faites le calcul pour le Soleil, en prenant la masse du Soleil, qui est beaucoup plus grande, vous trouvez un rayon qui vaut 3 km. Bien. On peut revenir, voilà, merci. Alors, ce qu'Einstein nous dit, c'est donc, vous avez cet objet massif,
vous transformez sa masse en un rayon. Maintenant, cet objet a aussi, indépendamment de ça, son rayon physique, qui est différent de ce rayon gravitationnel. Si je prends un triangle qui est juste autour de cette masse, qui l'épouse comme ça, le triangle est circonscrit à la masse. Einstein nous dit que la somme des angles de ce triangle est un peu plus grand que pi. C'est ça la violation des lois de la géométrie. Et le facteur dont il est plus grand, c'est 1 plus justement le rapport entre la masse, disons, et le rayon de l'objet. Exemple numérique. Si sur Terre, autour de la Terre, je fais un grand triangle, eh bien la somme des angles de ce triangle différera de pi à la 9e décimale, ce qui est tout petit. Bien. Si je fais ça avec le Soleil, ça diffère de pi à la 6e décimale. Si je fais ça avec une étoile plus dense, une étoile morte comme les étoiles à neutrons, qui sont une étoile plus massive que le Soleil, mais qui à la fin de sa vie est devenue une boule de neutrons, je trouve une déviation de la géométrie de 40%. Et on va voir qu'avec un trou noir, la déviation est de 100%. Donc ça vous dit, si vous avez une masse qui condense suffisamment de matière dans un petit rayon, les lois de la géométrie, au sens ordinaire, deviennent fausses. Ça, c'était une déformation de l'espace qui a une certaine élasticité, puisqu'il peut être déformé par la matière, mais qui était statique. Mais si j'ai un bloc de gelée, comme ça, vous pouvez imaginer que vous remuez la gelée au bord, et à l'intérieur de la gelée, vous allez avoir des ondes de vibration. Imaginez un bloc de gelée, vous faites bouger le bord, à l'intérieur, ça va vibroter, vous aurez des ondes de vibration de la gelée. Eh bien, comme l'espace est une gelée, Einstein, en fait, s'est rendu compte en 1916 qu'il va y avoir dans l'espace vide des ondes de vibration de cette gelée. S'il y a de la matière qui bouge là-bas, ça crée des ondes de vibration. C'est ça qu'on appelle ondes gravitationnelles. Alors, je ne vais pas rentrer dans la longue théorie physico-mathématique des ondes gravitationnelles, puisque l'idée a été proposée par Einstein en 1916, mais l'idée a été reprise, il y a eu des doutes émis. La première preuve mathématique est due à Madame Choquet-Bruat en 1952. Est-ce que j'ai mis l'autre sens maintenant? Oui, ici on saute ça. Et ce n'est finalement qu'à partir des années 60, 70, 80, 90 qu'on a pris de plus en plus au sérieux les ondes gravitationnelles et qu'on s'est lancé dans l'idée qu'on puisse les détecter. En fait, il faut absolument saluer la mémoire d'un pionnier, Joe Weber, le voilà, qui a été le premier, très tôt, à la fin des années 50, à une époque où les théoriciens, certains des théoriciens de l'époque, y compris des collaborateurs d'Einstein, avaient des doutes sur la réalité des ondes gravitationnelles, mais lui a eu la vision que non seulement elles existaient, mais qu'il savait comment les détecter en principe, et il a créé le premier détecteur, qui était un gros cylindre de métal avec des détecteurs pour voir si ça vibrait. L'idée étant que si une onde gravitationnelle passe, par exemple qui vient du haut de cette pièce, elle fait vibrer la géométrie dans les directions transverses à sa direction de propagation, ce qui veut dire que si j'ai deux objets posés sur cette table, la distance entre ces deux objets va changer. Parce que la géométrie, c'est les distances entre les objets. Là, on parle par exemple du théorème de Pythagore, la somme des carrés est modifiée, etc. Et donc, le cylindre devrait avoir sa longueur ici qui bouge. Et c'est ça qu'il essayait de mesurer. Plus précisément, l'effet d'une onde gravitationnelle est que si elle arrive perpendiculairement au plan, ici, de projection, elle va étirer les objets dans une certaine, dans la direction, par exemple ici, Y, elle l'étire et ça les contracte dans la direction X pendant une demi-période, puis la période suivante, la demi-période suivante, ça fait l'inverse, voyez. Donc c'est quelque chose qui étire d'un côté, raccourcit de l'autre. C'est une onde qui se propage dans l'espace, en dehors de toute matière, à la vitesse de la lumière, et qui a ces effets de déformation de la matière. Et les meilleurs détecteurs actuels d'ondes gravitationnelles ne sont pas ces gros cylindres de métal comme Joe Weber les avait conçus pour la première fois, mais des interféromètres. Alors qu'est-ce que c'est qu'un interféromètre? Un interféromètre, et là vous voyez les vrais détecteurs qui ont détecté pour la première fois en septembre 2015, mais l'annonce a été faite le 11 février 2016. Les ondes gravitationnelles, ce sont les détecteurs américains LIGO, qui font partie d'un réseau international avec un détecteur franco-italien, Virgo, mais le détecteur Virgo ne fonctionnait pas à ce moment-là, ne fonctionne d'ailleurs toujours pas, et les détecteurs américains ont vu les premières ondes gravitationnelles arriver sur Terre.
Qu'est-ce que c'est qu'un interféromètre? Un interféromètre, d'abord, c'est des choses immenses. C'est des tubes de 4 km de long, un qui est est-ouest, l'autre qui est nord-sud, disons, et qui partent dans deux directions. À l'intérieur de ces tubes, vous faites le vide, et dans ce vide, vous mettez un miroir ici, un miroir à la fin, et vous faites circuler la lumière. Vous envoyez la lumière d'un laser qui arrive d'ici, qui se coupe en deux, sur une lame séparatrice, et il y a la moitié de la lumière qui va dans un bras, qui fait des allers-retours, l'autre moitié de la lumière qui fait des allers-retours dans l'autre bras, puis vous recombinez la lumière et vous regardez ce qui s'appelle les franges d'interférence de la lumière pour voir si le chemin qu'a parcouru la lumière dans ce bras-là a changé par rapport à l'autre chemin. Parce que ici, vous voyez quelque chose qui est proportionnel à la différence des deux longueurs. Donc une onde gravitationnelle qui pourrait augmenter cette longueur et rétrécir celle-là aura un effet que vous verrez dans la différence. Vous aurez même un facteur 2. Bien. En fait, avant cette annonce absolument remarquable de LIGO, de la détection des ondes gravitationnelles, on savait que les ondes gravitationnelles existaient grâce à la découverte par Joe Taylor, un Américain, et son étudiant Russell Hells, des pulsars binaires, et au fait que la théorie physique du mouvement de deux pulsars binaires est que je ne vais pas détailler, mais ces diagrammes veulent dire qu'ici, vous avez deux pulsars qui interagissent dans l'espace-temps, et entre les deux, ce petit truc ondulé veut dire que l'interaction gravitationnelle met du temps à se propager, parce que chez Einstein, l'interaction gravitationnelle est cette modification de la géométrie de la gelée espace par la déformation par la matière, mais c'est une onde qui se propage à la vitesse de la lumière, d'un pulsar à son compagnon. Le fait que cette onde met un temps fini, elle met 1 seconde à venir en fait, entre ces deux pulsars, crée une déviation par rapport à la loi de Newton qui en fait fait se ralentir le mouvement des pulsars sur leur orbite, et du coup ils tombent sur une orbite plus basse, et du coup ils ont une période orbitale qui est de plus en plus courte. Et c'est cet effet qui avait été calculé par Nathalie Deruel et moi-même, en fait, déjà il y a un certain nombre d'années, qui a été vérifié dans 4 systèmes pulsars indépendants. Je ne vais pas expliquer ça, mais le fait que toutes ces courbes se coupent dans un point ou dans une petite zone, chacune des courbes qui s'appelle P point est une preuve directe que la gravitation s'est propagée. Merci. Que la gravitation s'est propagée à la vitesse de la lumière entre les deux objets. Donc en fait, on savait déjà, et un prix Nobel a été attribué pour ça, que les ondes gravitationnelles avaient une réalité à l'intérieur entre deux systèmes comme ça. Mais en revanche, on n'avait jamais encore observé les ondes gravitationnelles arriver sur Terre. Bien. Donc j'ai rappelé rapidement le côté onde gravitationnelle. Mais maintenant, trou noir. Je vous ai dit, l'histoire des trous noirs commence en 1916 par une solution mathématique, une géométrie d'un espace-temps courbe, écrite par Karl Schwarzschild. Au fait, il y a une coïncidence historique remarquable, c'est que le nom trou noir a été inventé par John Wheeler en 1967, mais l'inventeur du trou noir, celui qui l'a découvert, s'appelait Schwarzschild, ce qui veut dire bouclier noir. Donc vous voyez que l'inventeur des trous noirs, on aurait pu les appeler depuis le début les boucliers noirs, par exemple, ce qui serait assez juste. Je ne vais pas entrer dans l'histoire aussi très chaotique des trous noirs, parce qu'on pourrait dire, bon, ça y est, en 1916, on a trouvé les trous noirs, on connaît. Non, il y avait une solution mathématique. Il a fallu énormément de temps pour comprendre qu'il y avait une physique derrière, pour comprendre que c'était quelque chose qui pouvait exister dans notre univers. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que un contributeur essentiel a été Oppenheimer, John Robert Oppenheimer, qui en 1939, avant de s'intéresser à un certain Sweet Technological Device, comme il disait, qui a servi au Japon le 6 août 1945, avait inventé en fait vraiment le concept de trou noir. Mais la contribution d'Oppenheimer, vous voyez, fait partie d'un très grand nombre. Il a fallu beaucoup de découvertes théoriques, d'avancées théoriques et de découvertes observationnelles pour prendre au sérieux et comprendre ce qu'est un trou noir. En particulier, je vous rappelle qu'en 1916, personne n'avait l'idée de pourquoi les étoiles brillaient. Quelle était la source d'énergie des étoiles? On n'en savait rien. On a compris après que E égale mc2 plus l'énergie nucléaire, ça voulait dire qu'il y avait des réactions nucléaires. Il a fallu la théorie, il a fallu la mécanique quantique, la relativité restreinte, pour comprendre que les étoiles
évoluaient et qu'à la fin de leur vie, elles pouvaient s'effondrer et qu'elles pouvaient donner soit une étoile morte très dense, comme une naine blanche, ou une étoile à neutrons, mais qu'il y avait une limite à la masse des étoiles à neutrons et donc il y avait un au-delà. Et c'est après tout ça qu'on a compris qu'il a fallu la découverte des pulsars qui montraient en 1967 que les étoiles à neutrons, ça existait dans notre univers. Donc vous voyez, on ne va pas reprocher à Einstein en 1916 d'avoir pas immédiatement compris l'importance de la découverte de Schwarzschild. Personne ne l'a compris pendant très longtemps. Maintenant, je veux définir ce qu'est un trou noir. Alors, il y a deux définitions, la définition pour bébé et la définition plus trapue. Alors, la définition pour bébé contient une part de vérité. C'est quoi ? Je vous ai dit que si vous avez une certaine masse, vous pouvez lui associer ce qui s'appelle son rayon gravitationnel, qui est obtenu en multipliant la masse par 2 fois la constante de Newton et en divisant par le carré de la vitesse de la lumière. Maintenant, une définition naïve serait de dire un trou noir, c'est un objet dont le rayon physique en centimètres et sa taille est plus petit que ce que je peux calculer, ce rayon gravitationnel, à partir de sa masse. Donc qui est très condensé, qui condense une grande masse dans un petit rayon. Pourquoi ? Parce que vous savez tous que si... Ah oui, est-ce que j'ai un objet pour faire l'expérience là ? Voilà. Si vous êtes sur Terre et que vous lancez un objet vers le haut, comme ça, oups, en général, il retombe. Et si vous le lancez encore plus haut, il finit par retomber. Mais en fait, c'est faux au bout d'un moment. C'est-à-dire, si vous le lancez vers le haut avec une vitesse de 11 km par seconde, il va partir à l'infini. Parce que pour tout objet qui a une certaine masse et un certain rayon, il existe une vitesse de libération telle que, si vous l'envoyez avec une vitesse plus grande que cette vitesse de libération, il ne retombera pas, il partira à l'infini. Bien. Maintenant, vous pouvez calculer, il y a une formule très simple qui dit quelle est la vitesse de libération en fonction du rayon de l'objet et de sa masse. Très bien. Et vous trouvez que si le rayon de l'objet est plus petit que ça, c'est équivalent à dire que la vitesse de libération est plus grande que la vitesse de la lumière. Mais ça veut dire que si du sol, si j'étais Newton, et que j'essaye d'émettre de la lumière, eh bien, cette lumière, elle va retomber si le rayon est plus petit que ça. Parce que la vitesse de libération, il faudrait que j'aille plus vite que la lumière. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez, un objet qui satisfait cette inégalité, c'est un objet qui va être noir parce que la lumière part et retombe dessus. Bon. Mais en fait, c'est naïf parce que la vraie définition d'un trou noir, c'est ça. Mais je vais expliquer ça, mais ça, c'est un diagramme d'espace-temps. Et pour ça, il faut que je vous explique très rapidement toute la théorie d'Einstein de la relativité restreinte et générale. On y va. Alors, donc, concept d'espace-temps. C'est un concept qui a été mathématiquement introduit sans comprendre ce que ça voulait dire par Poincaré. C'est Einstein qui a compris la physique derrière, et c'est le mathématicien Hermann Minkowski qui a mis ensemble Einstein et Poincaré, en oubliant de citer Poincaré au passage, mais enfin c'est un petit oubli, qu'on ne va pas reprocher à nos amis allemands. Donc, qu'est-ce que c'est que l'espace-temps ? L'espace-temps, ça consiste à dire, en général, on imagine qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'espace et que ça évolue au cours du temps. Par exemple, prenons un espace à 2 dimensions, comme un espace, le dessus de cette table, hein, pour éviter d'avoir X, Y, Z, largeur, hauteur, enfin, vous voyez, épaisseur, non, enfin, X, les 3 axes, j'en prends que 2. Et là, je joue au billard dessus. J'ai une boule bleue qui arrive de là et une boule rouge qui arrive de l'autre côté. Ça, c'est l'instant 0, avec une certaine vitesse. À l'instant 1 seconde, les 2 boules se sont rapprochées. À 2 secondes, les boules se cognent. À 3 secondes, elles se sont cognées, donc elles repartent en sens inverse. À 4 secondes, elles sont prêtes à ressortir de la table. Si vous empilez maintenant cette description de l'espace à des temps successifs, comme des cartes à jouer, vous allez, en les empilant, faire une structure qui a 2 dimensions d'espace horizontale et une dimension verticale qui est le temps. Et donc, ça vous donne ça, ce qui s'appelle le bloc espace-temps. Et maintenant, la boule rouge, vous voyez, elle trace une ligne dans l'espace-temps. Ça devient ça, ça devient ça, ça devient ça, etc. Et vous voyez la collision des 2 boules, c'est l'intersection, enfin, 2 lignes qui se touchent. Bien. Autre structure dans l'espace-temps, si en un point... Je retourne à l'espace maintenant. Ici, de ce point-là, j'émets une onde lumineuse, un flash lumineux qui part dans toutes les directions. À partir de ce point, ça va faire une sphère lumineuse qui, au bout d'1 seconde, aura un rayon de 300 000 km à vitesse de la lumière, au bout de 2 secondes, 600 000 km,
Bien. Si je suis dans un espace à seule 2 dimensions plutôt que 3, vous pouvez imaginer que je suis un insecte sur un étang. Cet insecte bouge un peu, il émet une onde. Au bout d'une seconde, l'onde fait ça, un cercle. Au bout de 2 secondes, un cercle plus grand, etc. Donc vous voyez que si j'empile maintenant l'espace au cours du temps, j'ai un espace-temps avec l'émission de lumière qui est un cône mathématique, donc une structure, une surface décrite par une équation simple. La théorie de la relativité restreinte consiste à dire que l'espace-temps a une structure qui contient une géométrie d'espace-temps et une géométrie de la lumière, mais qui est homogène, c'est-à-dire qui est la même partout dans l'espace et dans le temps. En chaque point, ici c'est l'espace-temps, j'ai mis ensemble un espace à 2 dimensions et un temps à 3 dimensions, j'ai un espace-temps à du coup 3 dimensions, 2 plus 1, et vous voyez que le cône d'émission de lumière fait quelque chose qui est le même ici, là, là. La théorie de la relativité générale, c'est cette idée de, comme je vous l'ai déjà dit, de caractère élastique de l'espace ou de l'espace-temps, et ça veut dire que quand, dans cet espace-temps, j'ai de la matière c'est une particule d'une masse qui continue à exister, donc elle fait des lignes. Ces lignes sont comme, vous voyez, des fibres de veau à l'intérieur d'une gelée de veau, et ça déforme la géométrie de l'espace-temps, et du coup, les cônes de lumière commencent à tordus, à dévier, ce qui veut dire que la lumière est influencée par la matière via la déformation de l'espace-temps. Alors, maintenant je peux expliquer ce diagramme d'un trou noir. Ce que ce diagramme veut dire, c'est que je considère une étoile morte en fin de vie. Cette étoile a épuisé son carburant nucléaire qui soufflait l'intérieur de l'étoile et qui faisait que l'étoile avait un grand rayon. Cette étoile, maintenant, elle est froide, donc du coup, comme il y a la gravitation qui continue à agir, l'étoile veut s'écraser sur elle-même, mais jusqu'à présent, la pression, imaginez le soleil, oui, la lumière du soleil, la pression de la chaleur, fait que le soleil tient, la boule ne s'effondre pas sur elle-même. Mais une fois que l'étoile est devenue froide, elle va s'effondrer sur elle-même. Donc au début, l'étoile, qui est dans l'espace, une boule, si on est à 3 dimensions, mais là j'ai un espace à 2 dimensions, donc ça fait un disque. À l'instant ultérieur, ce disque est plus petit, là il est plus petit, il est plus petit, plus petit. Donc l'étoile s'effondre sur elle-même. Eh bien, mais l'espace-temps autour est très fortement déformé maintenant. Et c'est ça qu'il a fallu 50 ans avant de comprendre, la structure d'un trou noir dans l'espace-temps. Et en particulier, ce qui se passe, c'est que si vous émettez de la lumière depuis le centre de l'étoile, si vous émettez cette lumière assez tôt, la lumière va partir à l'infini. Mais si vous émettez la lumière alors que l'étoile est à demi effondrée, à ce point-là, la lumière part du centre de l'étoile, part dans toutes les directions, mais vous voyez que ça c'est la lumière, et elle ne sort pas. La lumière reste piégée. Et ce qu'on appelle surface du trou noir, c'est cette surface ici grisée, qui est quoi? Cette surface grisée, c'est une bulle de lumière, c'est une bulle de lumière vraiment qui a été émise par le centre de l'étoile, mais qui fait du surplace. C'est quelque chose d'étonnant. Cette lumière se déplace vers l'extérieur à la vitesse de la lumière, elle essaye de s'échapper, mais tout se passe comme si l'espace tombait comme un fluide vers le centre, comme si vous ouvrez la bande de fond d'une baignoire et que vous avez un insecte qui essaye de sortir de la bande de fond. L'insecte sort à la surface de l'eau à la plus grande vitesse qu'il peut, mais si l'eau s'écoule aussi vite que lui, l'insecte fait du surplace. Eh bien, la lumière, ça, un trou noir. C'est ça, hein, la surface d'un trou noir, c'est ça. À l'intérieur du trou noir, il y a quelque chose d'encore plus important, mais qui n'a pas été observé encore. Vous voyez qu'il y a une zone qui est noire cette fois. Eh bien, cette zone veut dire qu'on a dépassé la limite non seulement d'élasticité de l'espace, je vous ai dit l'espace est de la gelée, comme tout système élastique, il y a une structure, voilà, si j'ai un système élastique comme ça, si je le bouge un peu, il peut vibrer et il revient à l'équilibre. Si je bouge trop, on peut y aller, il y a la limite de plasticité, c'est-à-dire que j'ai eu mal à obtenir, mais qu'il va avoir une déformation continuelle, vous voyez, il ne revient plus à sa... Et si je tire encore plus, qu'est-ce qui se passe? On déchire. Et bien c'est ça qui se passe. À l'intérieur d'un trou noir, la gelée espace-temps est déchirée, l'espace disparaît, le temps s'arrête. Très violent. Bien. À la surface d'un trou noir, le temps ne s'écoule pas, mais comme le temps s'écoule ici et que j'ai un temps limité, on va continuer. Il y avait l'observation et la première preuve
pratiquement complète que les trous noirs existent. Avant ça, depuis des années, vous avez entendu parler de trous noirs parce que on a observé des systèmes binaires contenant une étoile ordinaire et quelque chose qu'on ne voit pas, qui s'interprétaient en termes de trous noirs. Au centre de notre galaxie, et les travaux très importants de notre collègue allemand Reinhard Genzel ont montré qu'il y avait au centre de notre galaxie quelque chose qu'on ne voit pas, mais autour duquel tournent des étoiles. Et on peut expliquer ce mouvement en disant qu'il y a là un objet de 4 millions de fois la masse du Soleil qui est tout petit. C'est très probablement un trou noir. Sauf qu'on n'a pas encore vu en détail que c'était un trou noir. Venons maintenant au système dont je parle. Ce qui a été observé en septembre 2015, c'est l'émission d'ondes de vibration de l'espace par un système de 2 trous noirs qui était à 1 milliard d'années-lumière de nous, très loin dans notre univers, et qui a mis 1 milliard d'années à arriver chez nous. Ce système, ici c'est un diagramme d'espace-temps, c'était 2 trous noirs qui tournaient l'un autour de l'autre. Bien. Donc, si je fais, rappelez-vous, ça c'est un diagramme d'espace-temps, donc si je fais une coupe comme ça, j'ai un diagramme d'espace. Si je fais une coupe, je vois deux bulles qui tournent l'une autour de l'autre, vous voyez, qui sont là, elles tournent, elles tournent, elles tournent. Donc ça, c'est 2 trous noirs qui tournent, qui font comme une double molécule d'ADN dans l'espace-temps, et on sait expérimentalement, et il a été prouvé théoriquement, qu'à cause de la vitesse de propagation de la lumière, à la vitesse de la lumière, de la gravitation entre ces 2 corps, ce système se rapproche de plus en plus, ce qui est observé dans les pulsars binaires d'ailleurs, on sait que c'est vrai, ça tourne de plus en plus vite et la distance entre les 2 corps se rapproche. Donc pendant des centaines de millions d'années, ces 2 objets tournent l'un autour de l'autre et puis ils se rapprochent au départ 1 micron par année, 1 micron par jour, et puis à la fin, à force de se rapprocher micron par micron, ils finissent par être très proches l'un de l'autre. Et ça s'accélère. Lors des dernières orbites, ils tournent très très vite, pratiquement à la vitesse de la lumière, et les 2 trous noirs, à la fin, vous pouvez imaginer que ce sont comme 2... Alors, j'ai dit que c'était des bulles, et effectivement, comme 2 bulles de savon, maintenant, allez, on y va, une autre analogie, et quand vous avez 2 bulles de savon qui se rapprochent trop l'une de l'autre, qu'est-ce qui peut se passer? Quand les bulles de savon se touchent, ça va faire une seule bulle. Eh bien, c'est ça ce qui se passe. Quand les 2 trous noirs se rapprochent trop, ça fait une bulle. En fait, la première personne qui a compris que quand j'ai 2 corps qui tournent l'un autour de l'autre, ça va s'accélérer indéfiniment et qu'à la fin, il va y avoir un événement catastrophique et que ça va émettre des ondes gravitationnelles qui, à la fin, vont être très importantes, c'est Freeman Dyson en 1963, en utilisant des formules de Landau-Lifshitz de 1951. Mais cette compréhension laisse... Donc ça, ici, c'est la représentation, oui. Donc je vous ai dit, ces 2 objets tournent dans l'espace. Ça fait vibrer l'espace. Cette vibration d'espace se propage dans toutes les directions et va à l'infini. Cette vibration, comme pendant longtemps les 2 corps tournent l'un autour de l'autre, comme ça sur des cercles, ça émet une onde gravitationnelle qui est ce qu'on appelle une sinusoïde, essentiellement, c'est-à-dire quelque chose qui monte et qui descend. Oui, c'est un peu surprenant, mais on s'adapte. Et cette sinusoïde, comme les trous tournent de plus en plus vite l'un autour de l'autre, va avoir une amplitude qui augmente, et comme il tourne de plus en plus vite, va avoir une fréquence qui augmente aussi. C'est-à-dire la période diminue, la fréquence augmente. Donc vous voyez que les arches deviennent de plus en plus hautes et de plus en plus serrées l'une par rapport à l'autre. Il en manquait un truc? Non, on ne manque pas. Mais cette idée de Dyson laisse en revanche incertain le calcul précis, parce que là c'est assez grossier comme prédiction. Pour observer ce système, il faut une prédiction mathématique très précise du signal émis par la coalescence de 2 trous noirs. Ceci a été fait, et ça n'a pas toujours été dit, mais c'est un fait objectif que l'école française de relativité a contribué de façon très importante à plusieurs aspects de la prédiction du signal d'onde gravitationnelle émis par la coalescence de 2 trous noirs, à la fois dans la théorie du mouvement, dans la théorie du rayonnement gravitationnel, et puis dans cette méthode dont je veux parler, la méthode Effective One Body, qui est une méthode qui après a été combinée par la relativité numérique et qui permet de faire une prédiction précise de l'onde gravitationnelle émise lors de la fusion de 2 trous noirs. Alors, je vais revenir à quelque chose de non mathématique, mais je veux donner pour nos amis ici scientifiques quelques petits détails techniques. Au passage, il y a une longue histoire aussi du problème du mouvement de 2 corps en relativité générale. Ça a commencé, comme tout dans ce business, par Einstein en 1912,
qui a dit que le mouvement d'un seul corps de toute petite masse plongé dans un espace-temps donné devait être la ligne la plus droite possible dans cet espace-temps, la ligne dite géodésique. Il a introduit des méthodes de perturbation pour essayer de faire les calculs, parce que la théorie d'Einstein est hautement non linéaire, donc vous ne pouvez pas résoudre, vous ne pouvez pas vous dire « Ah, vous vous levez un matin, vous dites « Aujourd'hui, je vais résoudre le problème du mouvement de deux trous noirs. » Il suffit de trouver un espace-temps qui satisfait les équations d'Einstein avec deux trous, là, et puis je vais trouver ça. D'ici ce soir, j'aurai trouvé. Non, il a fallu une centaine d'années de travaux différents pour approcher ce système par des méthodes de perturbation qui sont devenues de plus en plus performantes. En particulier, ça c'était la découverte des pulsars binaires a été une étape importante là-dedans, parce que les pulsars binaires, c'est des objets qui sont des étoiles à neutrons. Ce ne sont pas des trous noirs, mais ils sont pratiquement aussi denses que des trous noirs. Donc ça obligeait à ne pas utiliser les méthodes d'approximation habituelles, mais à avoir de nouvelles méthodes qui utilisent en fait des raccordements match asymptotic expansion de plusieurs développements. Un point sur lequel je veux insister, c'est que en fait, les calculs les plus performants pour calculer le mouvement et la géométrie d'espace-temps créés par deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre consiste de façon surprenante, surtout pour un mathématicien, mais pas pour un physicien, à remplacer les trous noirs par un squelette qui est une masse ponctuelle, c'est-à-dire de dire j'ai un trou noir, mais vu de loin, ce trou noir qui est une sphère qui se déforme, etc., je vais la remplacer par un point. Ok, je fais l'approximation, la sphère, je mets toute la masse au centre. Et vous faites les calculs avec ça. Vous pouvez faire tous les calculs avec ça, mais dès que vous faites un calcul, le premier résultat que vous calculez vaut l'infini. Le deuxième résultat que vous calculez vaut l'infini encore. Le calcul donne des résultats qui ont l'air absurdes. Et en fait, il y a toute une théorie qui consiste à utiliser, qui avait été développée avant en théorie de la renormalisation classique et quantique, qui a été utilisée en utilisant en particulier la régularisation dimensionnelle, qui consiste à dire, vous faites le calcul dans un espace-temps dont le nombre de dimensions n'est pas égal à 3 plus 1, 4, mais qui est égal à 4 moins epsilon, où epsilon est un nombre complexe. Donc vous faites les calculs comme si l'espace-temps avait un nombre de dimensions intermédiaires, vous voyez, entre 3 et 4, mais dans le plan complexe. Et à la fin du calcul, vous faites tendre epsilon vers 0. Et vous avez comme ça un résultat non ambigu, qui est le bon résultat physique, ce que vous prouvez par l'autre méthode. Les calculs qui ont permis de calculer l'équation du mouvement de deux trous noirs ont été obtenus, vous voyez, à des approximations successives. La dernière approximation a été obtenue seulement l'année dernière. Ça s'appelle... Enfin, peu importe son nom, c'est une approximation à la 8e puissance du rapport entre V et C. C'est une approximation où il a fallu des années de travaux et il a des subtilités qui apparaissent là-dedans. Je vais juste, pour vous impressionner, vous montrer qu'il y a des vrais calculs derrière. Ça, pour ceux qui connaissent un peu, c'est l'hamiltonien, c'est-à-dire l'énergie d'interaction de deux corps exprimée en variable simplifiée. Et ça c'est ce que Newton connaissait, je veux dire. Ici, vous avez le terme qui est l'énergie cinétique, 1/2 de mv2. Vous savez, l'énergie cinétique d'un corps est proportionnelle au carré de la vitesse, P est l'impulsion, donc ça donne 1/2 de P carré. Et moins 1 sur R, c'est l'interaction gravitationnelle, la loi de potentiel gravitationnel. Ça, c'est Newton, 1686. Ça, c'est Einstein-Infeld-Hoffmann, 1938. Ça, c'est nous en 1982. Et ça, c'est encore nous en 2000. Et ça, c'est nous avec d'autres collaborateurs allemands et polonais ici. Donc ça, c'est la dernière calcul. Mais ce calcul-là, ainsi que le calcul d'onde émise, n'est pas suffisant, il est nécessaire mais pas suffisant, parce que c'est un développement en puissance du rapport de la vitesse des corps à la vitesse de la lumière. Ce rapport, quand les deux trous noirs fusionnent, s'approche de 1, vaut quelque chose comme 1,5. Et du coup, vous avez un développement où chaque terme est égal au précédent. Vous ne pouvez pas utiliser un développement comme ça. Il devient mauvais juste au moment qui vous intéresse, c'est-à-dire au moment de la fusion. Donc il faut faire quelque chose d'autre, qui s'appelle méthode de ressommation. Et c'est là où la méthode Effective One Body a été inventée pour ça. Donc la même chose pour l'émission d'ondes gravitationnelles, où les travaux faits essentiellement par l'école française a permis d'obtenir
par Luc Blanchet et moi-même, Bala ailleurs et d'autres, a permis d'obtenir aussi le flux émis, donc l'onde gravitationnelle émise à l'infini, comme développement en puissance d'un petit paramètre, sauf que le petit paramètre n'est plus petit à la fin. Donc il faut faire quelque chose, qui est cette méthode de ressommation. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais juste vous dire le résultat. Le résultat final a été obtenu pour la première fois en collaboration avec ma postdoctorante Alessandra Buonanno en 2000, et nous avions fait une nouvelle méthode pour calculer la coalescence de deux trous noirs, et nous avions prédit que le signal de coalescence devrait être donné par ça. 5 ans plus tard, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de possibilité de vérifier ça par d'autres méthodes analytiques ou des calculs numériques. 5 ans plus tard, les méthodes numériques ont enfin marché, après 30 ans de développement. 30 ans de développement où les Américains ont investi beaucoup d'argent et pendant 30 ans, ça n'a pas marché. Et puis, à la fin, il y a un jeune étudiant canadien qui est arrivé tout seul dans son coin et qui a dit « Ah, mais je crois qu'il faudrait rajouter tel truc dans le membre de droite. » Et pouf, ça a marché. Et du jour au lendemain, tout le monde a compris qu'effectivement, il y avait des façons de le faire marcher. Cet étudiant s'appelle Franz Pretorius. Et après ça, on a pu combiner les méthodes numériques, vérifier d'abord que la méthode numérique donnait la même chose que la méthode analytique, mais le raffiner aussi, parce que après ça, il faut améliorer les choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques, je veux juste dire, tout de même, parce qu'on m'a dit qu'il y a des scientifiques dans la salle, que cette méthode Effective One Body, elle s'appelle comme ça parce qu'elle remplace le problème réel du mouvement de deux corps qui interagissent par la gravitation par un problème fictif, un problème effectif d'un corps qui se déplace dans un espace courbe donné, dans une géométrie d'espace-temps donné. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas l'espace-temps dans lequel il est. Donc vous cherchez un espace-temps donné, à symétrie sphérique, décrit par deux fonctions arbitraires, telle que la ligne la plus droite dans cet espace-temps courbe est équivalent aux choses très compliquées que je vous avais montrées avant. Et le caractère remarquable, c'est que ça simplifie les choses merveilleusement, c'est-à-dire au lieu d'avoir quelque chose, vous voyez, qui était ça, plus la page précédente, vous avez ça, c'est-à-dire à l'intérieur, vous avez, à part double racine, vous avez juste un truc quadratique dans les P, dans les impulsions, avec des fonctions A et B qui sont assez simples. Le résultat final, le voilà. Voici, c'est un calcul analytique fait par la méthode Effective One Body du mouvement de deux trous noirs, c'est le mouvement relatif, vous voyez les trous noirs tourner l'un autour de l'autre, et ça c'est l'onde gravitationnelle émise, en temps réel, enfin en temps réel scalé. Et attention, là il se rapproche, ça va être la catastrophe à la fin, et vous allez les voir fusionner, enfin vous ne les verrez pas fusionner parce que le calcul introduit la fusion et le signal, mais le calcul permet de calculer tout jusqu'après la fusion analytiquement. Bien. Voilà les signaux vraiment observés. Ça, c'est ce que les Américains ont observé, LIGO, les deux détecteurs LIGO. Il y a un détecteur à Hanford et un détecteur en Louisiane. Et regardez l'amplitude. Ici, alors, l'onde gravitationnelle est mesurée par un nombre, h, qui mesure la déviation de la géométrie. La géométrie, ça veut dire, si j'avais une distance L entre deux corps, elle va fluctuer, et elle va fluctuer d'une quantité H proportionnelle à L. Dans ce qu'on appelle onde gravitationnelle, c'est delta L sur L. C'est la variation relative, fractionnaire, de la distance entre deux corps, dans les bras de l'interféromètre. Cette l'onde gravitationnelle, arrivée sur Terre, a une amplitude H qui vaut 10-21 au maximum. 10-21. Ça veut dire que c'est mind-boggling. Ces interféromètres ont 4 km de distance. Vous avez deux miroirs. La fluctuation de distance quand l'onde gravitationnelle est passée en une fraction de seconde était 10-21 fois 3 km. Si vous calculez ce que c'est 1 milliard de fois plus petit que la taille d'un atome. Or, ces miroirs sont faits d'atomes qui fluctuent beaucoup plus que ça. Mais on réussit à mesurer un effet beaucoup plus petit que la taille d'un atome sur une distance de 4 km, qui n'a duré qu'une fraction de seconde. Cet effet, il est là, 10-21. Mais ce que vous observez dans les détecteurs, c'est ça, vous voyez, c'est 5-10-19, c'est-à-dire 500 fois plus grand. Autrement dit, le signal, qui est en fait ici, il est totalement perdu, un facteur 500, et on ne le voit pas, le signal. Pour voir le signal, ça, il y a du bruit rouge de fond et blanc qui se mélangent, et pour voir le signal, il faut pouvoir filtrer.
le bruit. Il y a un bruit énorme dans l'interféromètre, vous ne voyez rien à tout moment. Il faut des méthodes de filtrage pour arriver à remonter. Il y a toute une théorie de ces filtrages. Il y a 2 niveaux de recherche de signal. Une première qui est une méthode de filtrage en analyse temps-fréquence, où là on peut noter d'ailleurs que les travaux mathématiques de l'école française et belge, c'est-à-dire les travaux d'Yves Meyer, en particulier de Ingrid Daubechi, et qui étaient fondés sur des méthodes de Gabor, de Wilson, il y a toute une histoire du temps-fréquence, ont joué un premier rôle, un premier stade. Ce premier stade dit, il y a quelque chose qui se passe, okay, mais ne dit pas c'est 2 trous noirs, et ne dit rien sur les masses des trous noirs, ou peu. Pour arriver au 2e niveau, il faut avoir ce qu'on appelle des gabarits, c'est-à-dire dire je vais chercher dans ce signal la forme qui est théoriquement calculée. Ça, c'est la forme théoriquement calculée, sous la forme plus raffinée qui s'appelle EOB-NR, c'est-à-dire méthode EOB qui utilise les résultats de la numerical relativity. Voilà la forme du signal attendu. Eh bien, vous faites une convolution, en fait, vous faites une convolution avec ça, hein, avec le signal qui contient tout le bruit, mais avec cette convolution, vous arrivez à dire qu'effectivement, caché dans le bruit, il y avait ça qui ressemble. Maintenant, vous voyez qu'effectivement, ça ressemble à ça. Et c'est la coïncidence, le fait que, quand vous faites cette convolution, vous voyez qu'il y avait vraiment ce signal caché dans le bruit, qui permet de dire, oui, c'était 2 trous noirs, chacun d'une trentaine de masses solaires, situés à 1 milliard d'années-lumière, et c'est ça qui était caché là-dedans. Voilà. Donc, j'arrive à mes conclusions. Et conclusion, c'est que grâce à l'observation par les détecteurs LIGO, l'analyse de données qui a été faite par la collaboration LIGO-Virgo entière, donc là les Européens, où il y a beaucoup de spécialistes de l'analyse des données ont joué un rôle important et on a un accord de sorte ils ont publié le résultat de découverte avec les Américains. On a vu d'abord pour la première fois l'espace élastique einsteinien vibrer. 2 objets ont fait vibrer la gelée espace à 1 milliard d'années d'ici, d'années-lumière, et la vibration très atténuée est passée sur Terre et a continué son voyage dans l'univers. Mais surtout, on a eu la première preuve directe de l'existence de 2 trous noirs, parce qu'on a vu quelque chose qui est calculé pour 2 trous noirs, et on a vu la fusion des 2 horizons, même si on ne peut pas dire qu'on a vraiment vu le signal après la fusion, le détail de ça, mais on en voit suffisamment pour dire qu'il n'y a aucune autre façon d'expliquer le signal. Cette découverte très importante, une des plus importantes de la science depuis 400 ans, depuis que Galilée a levé sa lunette sur l'univers, ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers, l'astronomie des ondes gravitationnelles. Il est probable que là, dans le mois qui va venir, la collaboration LIGO-Virgo va annoncer d'autres détections depuis leur analyse qu'ils ont. Et dans les années... En fait, si l'on prend les découvertes, les explications par les astrophysiciens qui étaient des prédictions de pourquoi c'était des trous noirs si massifs, beaucoup plus massifs que tous ceux qu'on avait vus dans notre galaxie, ça conduit à penser que quand les détecteurs auront leur sensibilité ultime, parce qu'ils sont en train d'améliorer la sensibilité, ils verront un événement par jour. Tous les jours, on n'en parlera plus dans les journaux dans ces cas-là. On verra un trou noir ici, un trou noir binaire ici, un trou noir ici, chaque jour. Quand on améliore encore la sensibilité, on en verra une par minute, et il y en aura tellement que ça fera un bruit de confusion, d'ailleurs, qui va gêner les mesures ultérieures. Mais enfin, ne nous plaignons pas, embarras de richesse, c'est bien. Je rappelle donc que cette découverte expérimentale majeure a été grandement facilitée, de façon cruciale, par l'existence de la théorie, qui avait été faite par l'école française et ses ramifications internationales, essentiellement. Je dis ça parce que c'est vraiment un effort de l'école française pour le niveau le plus élevé, et qu'on espère que dans le futur, l'étude fine des signaux de coalescence des trous noirs, en particulier, vous voyez, le genre d'information, c'est que ici, si vous regardez ce qui se passe là, là vous avez les 2 horizons des trous noirs, comme les 2 bulles qui fusionnent, et vous avez des modes dits de vibration du trou noir final qui sont ici excités. Et donc, on aimerait pouvoir bien vérifier qu'il y a tous les modes de vibration là pour être absolument sûr que c'est les trous noirs. Et peut-être, comme ça, non seulement vérifier la théorie d'Einstein, mais peut-être même si on voit des déviations, ça sera même encore plus intéressant, parce que ça voudrait dire qu'en champ très fort, il peut y avoir des petites déviations par rapport à Einstein, même si on n'en a à ce stade-là aucune preuve. Je vous ai dit que le concept à la fois d'onde gravitationnelle de trou noir a mis beaucoup de temps à être appréhendé, accepté et reconnu.
mais qu'on espère dans les années qui viennent pouvoir vérifier des choses très fines sur la physique des trous noirs, leurs propriétés énergétiques, thermodynamiques, électriques, parce qu'il reste des mystères dans les trous noirs. Il reste le mystère de ce qui se passe à l'intérieur, il reste le mystère des propriétés quantiques des trous noirs. Les propriétés classiques des trous noirs sont bien comprises. Merci pour votre attention. Merci, bravo. Donc maintenant, c'est à vous de poser des questions. Il y a des micros dans la salle. Non, c'est pas 230, c'est 235 là. Voilà. Est-ce qu'on peut... Comment on va faire avec le micro? Sinon, je porte. Ah, je peux vous... Oui, ça sera très court. Bon, vous faites vibrer l'espace d'Einstein, je veux bien. Toute vibration, ça dépend de la fréquence. Vous savez que vous prenez la comparaison avec la gelée. Dans les polymères, à basse fréquence, c'est visqueux, à haute fréquence, c'est rigide. Et puis, chaque fois qu'il y a une vibration, il y a de l'amortissement, la dissipation. Où elle est là-dedans? Alors, il n'y a pas de dissipation du milieu, il y a une dissipation du système qui émet, c'est-à-dire il y a une réaction du système qui dissipe son énergie sous forme d'onde gravitationnelle. Mais il n'y a pas de dissipation de chaleur, par exemple, dans l'espace. Quand une onde gravitationnelle passe, c'est sans doute ça le sens de votre question, quand l'onde gravitationnelle est faible, l'espace, après que l'onde gravitationnelle soit passée, est le même qu'avant. Il n'y a pas de l'énergie déposée. En revanche, il y a un point que je n'ai pas dit, mais que lors de la fusion des deux trous noirs, l'émission instantanée, le flux d'énergie émis en watts, c'est-à-dire en quantité d'énergie par seconde, les watts comme chez vous quand vous payez les wattheures, ces watts-là, eh bien, la quantité d'énergie par seconde émise au moment de la fusion était plus grande que toute l'énergie lumineuse émise par toutes les étoiles de toutes les galaxies de tout l'univers visible. C'est quelque chose. Hein. Vous prenez une autre galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles. Vous prenez toutes les galaxies, 100 milliards de galaxies, donc vous avez 100 milliards de la luminosité du Soleil en watts. Eh bien ça, c'était plus petit que la luminosité émise lors de la fusion des deux trous noirs. Mais cette luminosité était émise uniquement sous forme d'onde gravitationnelle, pas sous forme d'onde électromagnétique. D'autres questions? Oui, attendez, monsieur le micro. Ah oui, donc d'abord vous et après on... Allez-y. Bonjour, merci. Pardon. Si un jour on a LIGO et Virgo qui fonctionnent en même temps, si on fait un petit calcul, on dirait qu'il y a quelques millisecondes de décalage temporel entre... Tout à fait. Il y a 7 millisecondes là entre les deux, et il y en aura une dizaine entre... Donc pour l'instant, on n'a jamais vu ce décalage-là parce qu'on n'a jamais pu... J'ai oublié de dire ça. Un des arguments pour dire que l'événement est réel, il y avait 2 signaux dans 2 détecteurs indépendants qui sont déjà séparés de plusieurs milliers de kilomètres aux États-Unis. Donc un signal est arrivé déjà 7 millisecondes après l'autre. On a vu ça. Mais quand il y en aura 3, c'est-à-dire quand il y aura OC Virgo, avec ces plus de décalage, on pourra faire de la triangulation et voir très précisément d'où ça venait. À l'heure actuelle, les Américains peuvent dire qu'en gros, ça vient d'une énorme surface sur le ciel, mais il n'y a pas, donc on ne peut pas faire d'astronomie encore de précision pour dire cet événement était là, dans tel petit domaine de l'espace, allez regarder. Voilà. Ça sera quand Virgo sera on air. Merci. Il y a une autre question. Est-ce qu'on a une idée du moment dans l'histoire de l'univers où a apparu le premier trou noir? Où arrive le premier trou noir? C'est pas tout de suite, parce qu'il faut quand même que les étoiles... Oui. Alors ça, d'abord, ça dépend... je ne suis pas spécialiste du côté astrophysique. Si je me rappelle bien, on pense que les étoiles naissent avant les galaxies, non? Or, les premières étoiles, comme il y a un spectre d'étoiles, si vous prenez les étoiles les plus massives, vers la centaine de masses solaires, choses comme ça, leur durée de vie est très brève, de l'ordre de moins de millions d'années. Donc dès que vous avez une étoile, 1 million d'années après, elle s'effondre, et si la métallicité est faible, en fait, vous formez facilement un trou noir de 30 masses solaires. Donc les premiers trous noirs ont pu être formés 1 million d'années après les premières étoiles, donc très tôt dans l'univers, à des redshifts élevés. Il y a encore une question? Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le fait que les ondes gravitationnelles et les ondes électromagnétiques nous ont la même vitesse, est-ce que c'est une coïncidence ou bien il y a derrière ça une réalité physique?
il y a une réalité physique et toute la théorie de l'espace-temps qui était liée, je ne vais pas les remettre, à ces cônes de lumière. La structure même de l'espace-temps contient une vitesse limite maximum. En fait, il ne faudrait pas dire pour la théorie de la relativité restreinte que c'est la vitesse de la lumière, la vitesse maximum. Il y a une vitesse maximum conventionnelle qui vaut 300 000 km par seconde, qu'on appelle vitesse de la lumière parce qu'il semble que la lumière va à cette vitesse maximum, mais il est naturel de ce point de vue-là que aussi la gravitation va à cette même vitesse maximum. Et si on peut faire des théories de la gravitation moins élégante que celle d'Einstein, dans lesquelles il peut y avoir une différence de vitesse entre la gravitation et l'électromagnétisme, mais le décalage entre les deux cônes de lumière crée des problèmes de causalité et des problèmes de positivité de l'énergie. Donc dans les bonnes théories actuelles de physique théorique, il est normal que la gravitation aille à la même vitesse que la lumière. Oui. Pardon ? C'est juste derrière. Est-ce qu'il y a une polarisation dans les ondes gravitationnelles et si oui, est-ce qu'elle est visible par nos détecteurs ? Est-ce qu'on l'a vue ? Oui, bonne question. Alors effectivement, j'aimerais vous revenir derrière, parce qu'il y avait ce... Oui, il y a une polarisation. En fait, les ondes gravitationnelles ont deux polarisations comme les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques, comme les ondes électromagnétiques, elles ont des effets transverses, c'est-à-dire dans le plan transverse à la direction de propagation. La polarisation d'une onde électromagnétique est définie par un vecteur, c'est-à-dire ça oscille le long d'une droite ou d'une autre droite. Il y a deux directions possibles pour un vecteur dans le plan. Ici, vous voyez que la polarisation est mesurée par quelque chose qui est un tenseur du deuxième ordre, quelque chose qui est une ellipse plutôt qu'une ligne droite. Okay, et il y a deux types d'ellipses, celle-là ou celle à 45 degrés, parce que si vous tournez encore plus, vous aurez la même ellipse que celle-là, finalement. Donc, il y a deux états de polarisation d'une onde gravitationnelle, comme il y a deux états de polarisation d'une onde électromagnétique, mais en théorie de champ, ça s'appelle une hélicité 2, alors que l'électromagnétisme a une hélicité 1. Et il est normal, il est prouvé que tout champ qui va à la vitesse de la lumière n'a que deux hélicités en 4 dimensions d'espace-temps. Est-ce qu'on a encore une question ? Voilà, là, derrière. La deuxième, s'il vous plaît. Vous voyez ? Oui. Non, mais je suis content que vous voyez, vous. Une question très naïve. Vous n'avez pas parlé du moment où il y a eu lieu cette fusion des deux trous noirs. Dans la presse, il n'y a pas des chiffres qui avaient été avancés. Si on avait quantifié le moment où ça avait eu lieu, cet événement, l'émission de la... Le moment, combien de temps ça a pris ou à quelle distance c'est ? À quel temps ? Quand est-ce que ça a eu lieu ? Voilà. Cet événement de fusion de deux trous noirs a eu lieu il y a 1 milliard d'années, dans le passé, à une distance d'1 milliard d'années-lumière, par définition, puisque ça a mis à la vitesse de la lumière. L'événement lui-même ne prend que le centième d'une seconde, c'est-à-dire on passe de deux objets séparés à un trou noir qui vibre en moins d'une centième de seconde. Voilà. Et on a des bonnes descriptions théoriques de cette fusion de deux trous noirs, à la fois analytiques et numériques. Voilà. Une dernière ? Sinon, je voudrais juste vous dire que vous restez aussi pour la dédicace de 2 livres qui sont sortis en fait en livre de poche chez Flammarion, si Einstein m'était compté, et une bande dessinée qui s'appelle Le mystère du monde quantique. Donc peut-être lors de cette séance de dédicace, si vous avez encore des questions, vous pouvez continuer à discuter. Mais je peux faire des dédicaces maintenant, tout de suite, pour les gens qui partent, là, par exemple. Très bien. Et puis je reviens après. OK. Formidable. Merci. Merci beaucoup d'avoir...